เข้าไปเล่าเรื่องทางสถานีวิทยุกับคุณเกียร่า Cuéntaselo a la radio de Keira. Opowiedz to w Radio Keira. Ven a decírselo a la radio de Keira. Komm, erzähl es in Keras podcast. Vai a dirlo alla radio di Keira. Mene ja sano se Keiran radios. قول اللي عندك على راديو كيرا. Say it on Kira's podcast. Bonjour Gilbert Bribois et Bonjour. bienvenue chez vous. Le monde vous connaît comme journaliste sportif et même comme Monsieur Afterfoot pour beaucoup. Et on va parler ici même à un moment donné de l'afterfoot. Mais ce qui moi m'intéresse chez mes invités, c'est leur parcours. Alors si vous êtes d'accord, on va raconter au micro de ce podcast et on va prendre le temps car personne n'est pressé ici. Et pour vous prouver que j'ai bien fait mes devoirs, je me dis que l'on pourrait évoquer quelques sujets tels que Strasbourg, Pourquoi Grenoble, pas Pourquoi pas Chambéry, Oui. handball, Oui aussi, oui. Clermont-Ferrand, Ah oui, c'est vrai. Monaco, Ouais, aussi, c'est des villes que je connais. Australie, Aussi. Roumanie, Aussi. Paris, Mhm. journalisme, running, Très bien. les voyages, Mhm. le football, école de commerce, Ouais. l'histoire avec un grand H, marketing, grand reporter, Mhm. politique et actualité, Philippe Gardan, Ah oui. Alain Veil, Mhm. mais pas que. Ça, c'est les sujets. Il y a quelques thématiques là. Voilà, moi je me suis dit qu'on pourrait évoquer, mais bon, voilà, c'est des idées, mais on n'est pas obligé. Mais puisqu'il faut commencer quand même quelque part, commençons par votre attachement à la ville de Strasbourg. Alors, est-ce que c'est uniquement lié à votre lieu de naissance ou à bien plus ? Non, je pense que c'est lié à l'enfance. C'est-à-dire que, en fait, on a toujours un lien fort avec l'endroit où on a grandi, quoi. Donc, moi, effectivement, j'aime cet endroit parce que, en fait, je me sens bien là-bas. C'est-à-dire que je me sens bien là-bas parce que je pense que j'ai des bons souvenirs familiaux, souvenirs avec des potes, souvenirs de sport, souvenirs de moments, voilà, dans des endroits particuliers. Donc c'est un endroit important pour moi, ouais. Donc j'aime bien aller là-bas. J'y ai toujours de la famille, plein de contacts. Et en fait, ça crée une sorte d'émotion de retourner dans les endroits qu'on aime bien. Donc voilà. Moi, je suis quelqu'un de toujours qui a besoin d'être géographiquement situé. C'est-à-dire qu'il faut que je sache où je suis. Donc il y a les endroits où j'ai vécu. Quand je peux y retourner, j'aime bien y retourner. Donc Strasbourg, ouais, je suis toujours très content d'y aller. L'été, l'hiver, voilà, quel que soit l'événement familial, ou sportif ou autre, c'est toujours sympa. Voilà. Et pourquoi quittez-vous Strasbourg ? Alors en fait, moi j'ai quitté Strasbourg parce que j'étais un jeune lycéen, collégien, et mes parents étaient, donc moi j'ai une famille, c'est une famille alsacienne, et puis mes parents qui étaient profs, enfin, dans l'éducation nationale, quoi, ont déménagé pour s'occuper d'un centre de vacances dans une station de ski au-dessus de Grenoble qui s'appelle Champs-Rousse, un centre de vacances qui appartenait à la ville de Strasbourg. Et donc c'est comme si ils quittaient l'Alsace sans vraiment la quitter, parce que dans cet endroit qui était très bien, qui était super, c'était les Alsaciens et les Strasbourgeois qui venaient en vacances, ou bien pendant les périodes scolaires, il y avait ce qui se fait toujours, mais un peu moins, c'est ce qu'on appelait les classes de neige, ou les classes vertes. Donc c'est des écoles qui venaient, des instituts avec leurs classes, pour le ski, pour les activités d'été, tout ça. Donc il y avait quand même toujours un lien avec Strasbourg, quoi, voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai quitté, moi, Strasbourg pour partir à la montagne. Vous avez quel âge à ce moment-là ? J'ai 11 ans. Vous le vivez comment ce C'était déménagement ? horrible. C'était horrible parce que moi, j'avais tous mes amis à Strasbourg, j'avais l'impression qu'en fait, c'était comme une sorte de déracinement, quoi. Mais bon, après, moi, je comprends tout à fait mes parents qui ont eu une opportunité professionnelle, puis qui n'ont pas laissé le choix à leurs enfants, en nous vendant le projet, quoi. Et ils avaient raison, enfin, ils ont eu totalement raison. Moi, je serais dans leur situation à la même époque, j'aurais fait exactement la même chose. Donc, au début, ça a été un peu compliqué, parce que moi, je me suis retrouvé dans un contexte où, en fait, tu
voilà, tu sors de ton quartier. Moi, j'habitais au centre-ville de Strasbourg. Là, j'avais tous mes amis là en bas. On jouait au foot sur la place. On est allé à l'école à 300 mètres. Enfin, c'était le truc. Et donc, je me retrouve là, dans une station de ski, dans la neige. Bon, même si à l'époque, il y avait quand même de la neige à Strasbourg aussi l'hiver. Mais... et puis, je me retrouve à l'internat. Dans un grand, comment dire ça, dans un grand lycée à Grenoble, avec une immense salle où il y avait des petits box d'1 mètre de haut pour à peu près 50 personnes, quoi. Donc je me retrouve là-dedans. Donc au début c'était pas facile, mais bon après au final c'est aussi des bons souvenirs. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc à l'internat, je pense qu'il y avait tous les âges. À l'internat, ça allait de la 6e à la classe prépa. Donc effectivement, les 6e, on était les petits bizutés. Bon, on va dire que ça apprend la vie, hein. Donc oui, on apprend à se bagarrer, à se faire un peu respecter. Et puis on se fait un peu maltraiter et tout. Mais bon, enfin, c'est le truc de pré-ado, d'ado, que tout le monde a... Enfin, je sais pas si tout le monde a vécu ça, mais enfin bon. Mais non, mais moi, mes années d'internat, c'est que des bons souvenirs, en fait, avec le recul. Je pense que quand j'étais collégien, je me disais, bon, bah, qu'est-ce que je fous là? Mais avec le recul, bon, ben voilà, on va dire que ça forge le caractère. Et du coup, vous avez fait toute votre scolarité dans l'internat? Bah ouais, le lycée Champollion, à Grenoble, qui est un grand lycée de Grenoble. Et en fait, tous les gens qui venaient des stations de ski alentours, bah, évidemment, il n'y avait pas de collège ni de lycée, parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, étaient réunis là. Et donc, là, ouais, j'ai fait toutes mes années de collège, mes années de lycée. J'ai même fait une classe prépa, moi aussi, dans le même bahut, donc je suis resté 10 ans. Mais pas à l'internat, parce que quand j'étais après le bac, j'étais plus à l'internat. On habitait un appartement pas loin. Et voilà. Et on a même dormi une année dans une caserne militaire, parce qu'il y avait des travaux, ils refaisaient l'internat qui était complètement insalubre et pourri. Et là, on a habité pendant 1 an dans une caserne militaire alentour. Donc à 6 h le matin, il y avait la levée du drapeau et tout. Donc voilà, c'était une sorte de service militaire avant l'heure. Et j'avais quel âge? Je devais être en 3e peut-être. Donc en fait, on partait le lundi matin très tôt. Parce qu'on avait cours, peut-être si on avait cours à 8 h, je sais plus. Bon, enfin bref, on partait le lundi matin très tôt de Champs-Rousse. Donc il y avait 1 heure de route avec nos sacs et tout. Pam, on arrivait, on installait nos affaires à l'internat, on allait en cours et on rentrait le vendredi. Voilà. C'était comme ça. Et c'est un bus qui vous y emmenait ou c'est les parents qui vous déposaient? Non, c'était les parents qui se relayaient parce qu'il y avait, je sais pas, peut-être une dizaine de familles concernées dans la station. Donc à coup, c'était les parents prenaient, il y avait 5 gosses dans la voiture et pam, voilà, on descendait, on remontait et ça se passait comme ça. Et ça fait quoi de passer d'une vie de famille jusqu'à ses 10 ans à Strasbourg à l'internat Ah bah, c'est déstabilisant, hein. Parce qu'effectivement, la vie de famille, on habitait au centre-ville de Strasbourg, dans un appartement. Moi, j'avais une chambre avec mon frère. J'avais même, à l'époque, j'avais même un oncle qui vivait avec nous. Et puis là, bah, on se retrouve effectivement avec une vie de famille un peu différente. Puisque moi, par exemple, j'étais à l'internat toute la semaine. Et quand je rentrais le week-end, j'arrivais dans un centre de vacances où il y avait 300 personnes. Et donc, moi, par exemple, moi, je reprochais ça à l'époque à mes parents. C'est-à-dire qu'on dînait pas en famille. On dînait pas à 4, puis à 5, parce que moi j'ai 2 frères, donc on dînait pas. Voilà, on était au milieu des gens. Et puis alors il fallait évidemment faire bonne figure, il fallait être poli, il fallait. Voilà, et puis il y a tout le monde qui vient te poser des questions. Ah, alors, qu'est-ce que tu fais quoi? T'es en quelle classe? Et puis toi tu rentres de ta semaine, t'as envie de voir tes parents, t'as envie. Enfin bref. Donc t'es saoulé un peu, quoi. Mais bon, c'était comme ça, et puis bah, ça fait partie de l'éducation, quoi. Ça fait de la vie en société, d'apprendre la vie en société, tout ça. Donc, Et l'oncle avec qui vous habitiez, il vous a suivi aussi non, en fait, c'est un oncle qui, c'était le plus jeune frère de mon père, qui après, en fait, qui faisait enfin, on a assez peu de différence d'âge, parce que finalement, il a 6 ans de plus que moi. Donc, quand nous, on habitait encore Strasbourg, lui était encore lycéen. Et donc, comme sa mère habitait un peu plus loin dans la campagne, c'était plus pratique, c'était pour des questions logistiques. Mais lui, après, non, il est resté en Alsace. Donc du coup, toute la semaine, vous êtes avec plein de gens à l'internat, et le week-end, vous êtes avec plein de gens... Exactement. Mais pas les mêmes, effectivement. Exactement, pas les mêmes. C'est peut-être ça qui a développé mon caractère solitaire.
peut-être. Mais oui, j'ai effectivement, j'ai toujours plein de gens partout. Mais bon, c'est comme ça. Et je sais pas si c'est ça qui a développé mon caractère solitaire. Enfin, solitaire, c'est un bien grand mot. Disons que j'ai une capacité à être assez autosuffisant. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que je suis pas non plus quelqu'un qui fuit le monde ou qui est misanthrope, mais j'aime bien faire des choses seul parfois. Donc de 10 à 18, 10 à 20 ans, vous êtes dans la même école. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore des amis de cette époque-là? Ouais, quelques-uns qui malheureusement sont pas à Paris, donc que je vois pas souvent. Mais oui, des potes d'internat, ouais. Des potes d'internat parce que bon, bah, quand t'es à l'internat, tu passes ta vie ensemble en fait. Tu dors dans la même chambre, tu fais tout ensemble, tu découvres un peu tout, quoi. Les filles, les conneries, faire le mur, enfin tous ces trucs-là. Donc c'est sûr que dès que je retrouve, j'ai notamment un pote avec qui j'ai passé 3 ans à l'internat, on était 3 ans dans la même chambre. Bon, ben, j'étais là quand il a rencontré sa femme avec qui maintenant il a 3 enfants. Enfin, on a partagé plein de choses, quoi. Donc forcément, et en fait, ça doit être assez insupportable quand on se rencontre, parce que dès qu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre vie à se rappeler des conneries qu'on a fait. Et donc ceux qui sont autour doivent se dire, mais leurs histoires, on les connaît par cœur, ça fait 50 fois qu'ils nous les racontent. Mais donc pour nous, c'est toujours drôle, quoi. Donc, mais ça date d'il y a très longtemps maintenant, mais ouais, pour moi, c'est des belles années. Sur le moment, vous le viviez comme des bonnes années aussi? Je sais pas si on se posait vraiment la question. Franchement, on avait la belle vie. Faut pas. Alors l'internat, c'était pas attention, hein, c'était pas un internat. Je sais pas si ça existerait encore aujourd'hui. Moi, j'ai pas de souvenir d'avoir eu des surveillants en fait. C'est-à-dire qu'on avait un temps le soir, il n'y avait pas d'études obligatoires. On sortait de cours. Et nous, comme on était des petits malins, il y avait avec nous dans l'internat des gens qui étaient donc dans les classes prépa, donc des plus de 18 ans. Donc majeurs, qui eux avaient la clé du bahut. Parce que majeurs, ils pouvaient sortir. Donc évidemment qu'on avait tous la clé du bahut, hein, on avait tous fait des doubles à droite à gauche. Donc bon, au final, on sortait en double. C'est un établissement très grand, avec au centre-ville de Grenoble, avec, je sais pas, il y avait 6 ou 7 grandes cours, des grandes ailes de bâtiments et tout. Donc on avait toutes les feintes pour sortir, bon, évidemment on détestait manger là, parce que c'était, on disait que c'était dégueulasse, peut-être qu'avec le recul ça l'était pas trop, alors on sortait, on avait nos plans à droite à gauche, en fait c'était une vie plutôt indépendante au fond, quoi, on faisait notre vie. Donc en ça c'était plutôt cool. Je pense que c'était pas l'internat au milieu de la campagne, avec des bonnes sœurs qui te tapent sur les doigts dès que tu fais une connerie, voilà, c'était pas ça. Même s'il y avait quand même, des fois que t'en faisais 2-3 bêtises, un CPE qui déboulait, mais voilà, c'est vraiment des bons souvenirs. Et Mais bon, je sais que moi, mes parents me disent avec le recul, si on avait vu l'internat, l'état du truc avant de venir, peut-être qu'on serait pas venu. Voilà. Parce que c'est vrai que les premières années, c'était bien pourri. Bah bon, ça va, on a survécu. Du coup, quel sas de décompression vous avez mis en place pour justement arriver à être seul, à souffler parce qu'il y a du monde tout le temps, tout le temps. Ouais, bah alors moi Bon, moi j'ai toujours aimé l'activité physique. Donc ça c'était un truc qui m'a toujours accompagné. J'ai toujours aimé lire, c'est un truc que j'ai toujours fait aussi un peu dans mon coin, voilà. Donc j'avais, ouais, que ce soit à l'internat ou après dans ce centre de vacances que mes parents géraient, j'avais mes endroits, mes moments où j'étais tranquille, quoi. Donc il n'y a pas eu de, j'allais dire, c'était pas non plus un truc, je fuyais pas, ça se faisait, ça s'est fait, j'ai développé ça naturellement. Par exemple, moi j'aimais aller courir seul, faire du ski seul. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui vont au sport d'hiver et ils disent ouais, mais moi je peux pas, il faut qu'on soit à plus. Moi, laissez-moi faire du ski tout seul. Je veux dire, je suis très bien. Je peux passer une journée de ski de 9h à 18h tout seul et je suis le plus heureux. Voilà. Alors ça peut paraître parfois égoïste, mais bon, je crois pas. Ça fait partie d'une façon de fonctionner et de mon caractère, quoi. Voilà. Donc je peux faire des choses seul et je le vis très bien.
Même si après on culpabilise un peu peut-être, mais bon. Bon, faut pas. Voilà. Et du coup, le petit frère était aussi à l'internat. Alors oui, j'ai un petit frère qui a 3 ans de moins que moi, qui était aussi à l'internat. Alors lui, il a alterné entre internat dans le même lycée et dans un autre lycée. Enfin, il a fait plusieurs internats. Et puis après, j'ai un autre petit frère, mais qui est beaucoup plus petit, parce qu'on a 17 ans d'écart. Et donc, lui, bon, on n'a pas été ensemble dans ces aventures-là. Il aurait fallu beaucoup redoubler. Voilà, exactement. Et comment on est assidu dans les devoirs? Mais on n'est pas assidu du tout dans les devoirs. On fout rien. Moi, j'ai eu l'impression... Bon, moi, au collège, j'étais pas un super bon élève. Je suis arrivé en seconde. Ah, c'était la catastrophe, j'ai rien foutu. J'ai redoublé la seconde. Et à partir de la deuxième seconde, je suis devenu, je sais pas par quelle baguette magique, je suis devenu un bon élève. Voilà. Donc là, j'avais des bonnes notes, puis ça m'intéressait, j'étais investi. Et en fait, arrivé en terminale, donc comme c'était un lycée avec des classes prépa, il y avait les maths sup, HEC, tout ça, là, les cagnes, hypocagnes, c'est les profs qui m'ont poussé à faire un dossier pour être pris en classe prépa. Voilà. En disant, les profs te connaissent, t'es là, t'es dans le lycée, donc fais-le, tu fais partie des bons élèves et tout. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. Voilà. Mais je n'ai quasi aucun souvenir, entre mes années de collège et de lycée, aucun souvenir de travail en dehors des cours. Ou alors peut-être que c'est les trucs qui sont sortis de ma tête, mais nous, voilà, on sortait de cours à 17h, on allait jouer au basket, au foot, on allait manger, on faisait, je sais pas, mais bon, voilà. Et sans indiscrétion, ils étaient profs de quoi, vos parents? Alors, mon père a été, d'abord il était électricien, et après il a fait une formation, il est devenu prof, ce qu'on appelle maintenant les profs de techno. C'était, à l'époque, ça s'appelait EMT, ensuite techno. Et ma mère était institutrice, donc elle était instite notamment auprès d'enfants en difficulté, enfin elle a fait différents postes, donc voilà. Ok. J'imaginais genre prof de sport et du coup ça venait de là, mais pas du tout. Non. Non, mais j'étais assez sportif, enfin voilà, pour eux la montagne c'était super, donc quand j'étais gamin on crapahutait toujours à droite à gauche, des balades, des randos, dans les Vosges, là au-dessus de Strasbourg, enfin on faisait pas mal de choses quand même, quoi. Ouais. Mon père il faisait de la gym, enfin ouais, non, ils étaient sportifs, mais c'était pas non plus leur boulot, quoi. Voilà. Et comment vous avez débuté à pratiquer le sport? Comment j'ai débuté le sport? Moi mes parents déjà, comme tout bon parent, ils mettent les gamins à un sport, voilà, parce que il faut faire un sport, comme il faut faire éventuellement un instrument, ou machin, bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme beaucoup de gosses, les parents ils m'ont mis au judo. Puis après, j'ai fait du foot, parce que mes potes faisaient du foot. Et puis après, quand je suis arrivé à Grenoble, le foot c'était compliqué, parce que comme on habitait à la montagne, donc il n'y avait rien, il n'y a pas d'infrastructure et tout. Donc forcément, à la montagne, le ski, tout ça. Et après, donc il y avait des installations sportives dans ce lycée qui étaient vachement bien, qui étaient un peu, avec le recul, je me dis que c'était vraiment naze. Il y en avait, mais il y en avait beaucoup, mais elles étaient un peu vieillottes, quoi. Mais bon, on pouvait les utiliser, nous, quand on était interne. Donc on avait des ballons, donc on n'arrêtait pas, quoi. C'était passer notre vie. Moi, je me souviens, parfois, on pouvait jouer au basket jusqu'à ce qu'il fasse nuit, en fait, pendant 3 heures, et puis on était là, dans la cour, voilà, puis personne ne venait nous voir, donc c'était... Et après, quand j'ai été au lycée, il y avait une classe en fait spéciale où il y avait 4 jours de cours et 1 jour de sport. Je ne sais pas si ça existe toujours ces trucs-là, c'est une sorte d'aménagement. Et moi j'étais là-dedans. Et tous les mercredis, soit on partait au ski, soit on a fait plein d'activités, on a fait des... Je sais pas, je me souviens, on a fait du golf, on a fait tous les sports classiques qu'on fait à l'école, mais parfois des trucs un peu originaux et sympas. Voilà, donc moi j'ai toujours été là-dedans, à courir, voilà. C'est un truc naturel, quoi. Et quelle est votre première émotion sportive? Ah, ça c'est le premier match que j'ai vu dans un vrai stade. Et donc j'avais 6 ans, et c'est un de mes oncles qui m'a emmené à Strasbourg, au stade de la Méno. Et donc là c'était le truc, waouh,
Donc t'arrives, et le plus impressionnant c'était les lumières. Donc t'arrives, il fait nuit, et là t'as les grands projecteurs, les lumières, la foule, enfin, tout le décorum en fait, plus qu'au fond le match ou le truc en tant que tel. Je sais pas, ça aurait pu être un événement de hand, je sais pas, de n'importe quel autre sport. Enfin, je pense que c'était pas tant le foot en tant que tel. Et puis après, après le match. Et puis les buts, alors tout le monde se lève, crie, ouais. Donc quand t'as 6 ans, bah, t'es là, ouais, génial, enfin c'est le truc super. Et puis t'as envie d'y retourner, donc c'était ça. Et c'était en 81. Et c'était un match Strasbourg-Bastia, je m'en souviens. Et Strasbourg avait gagné 2-1. Voilà, et oui. Donc je me souviens de ça. Je me souviens même maintenant de certains joueurs qui jouaient qui jouaient ce match-là. Par exemple. Par exemple, Raymond Domenech, notre célèbre sélectionneur, qui à l'époque jouait à Strasbourg, qui était jeune joueur, quoi. Enfin, je sais pas, à 81, quel âge il devait avoir, peut-être entre 25 et 30 ans, je pense, à peu près. Et il était là, il avait des grosses moustaches pour faire le méchant, et il jouait à Strasbourg à l'époque. Et après, je l'ai retrouvé dans plein d'étapes de ce que j'ai fait après, professionnellement, c'est marrant. Donc voilà. Et la première fois que vous le revoyez, justement, ça fait quoi? Ah non, j'ai pas du tout pensé à. Enfin, c'est après. C'est plus après en me disant, tiens, c'est marrant ce match. Ouais, je me souviens. Et puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir la feuille de match, les joueurs. Et là, tout de suite, ça m'est revenu. J'ai dit, ah ouais, je me souviens de celui-là, oui, oui. Ah, Domenech, incroyable. Voilà, c'était. Donc. C'est marrant. Ouais. Je vais revenir à l'internat vite fait, puisque quand même, vous avez passé quand même pas mal de temps. Il y a forcément des histoires d'amour. Oui, bien sûr. Ben, les premiers émois amoureux, quoi. La première fille qu'on embrasse. Ah bah oui, là. Parce que vous vivez tous en vase clos, là. On vit tous en vase clos. Et on avait une année où on était, où il y avait en fait une aile de garçons et une aile de filles. Après, il n'y a plus de filles. Mais évidemment, quand il y avait... là, moi, j'étais encore au collège. Et bon, là, évidemment, là, c'était du grand n'importe quoi. Enfin, bon, voilà, les uns chez les autres, les trucs. Bon. Mais oui, c'est effectivement des bons souvenirs. Et puis de filles, pourquoi? Elles ont disparu comme ça? Parce que c'est que d'organisation, parce que les filles étaient là, parce que leur internat, elles, était en travaux. Je ne sais plus exactement l'histoire. Enfin, bon, voilà. Elles habitaient chez les pompiers. Et en fait, à la base, il y avait un internat pour les filles dans un lycée et un internat pour les garçons dans un autre lycée. Et puis des fois, c'est vrai que souvent c'était des lieux qui étaient... Enfin, bon, maintenant c'est plus trop le cas quand je vois les internats qui existent, mais nous on habitait vraiment dans des trucs pourris, quoi. Parce qu'on était... C'était un internat de 50 personnes, il devait y avoir 3 douches et 3 toilettes, quoi. Enfin, c'était le truc... pardon, mais nous on allait aux toilettes au Quick, en fait. En face, parce que c'était tellement dégueulasse que c'était pas possible, quoi. Donc on s'échappait et puis... voilà. Le personnel du Quick était heureux de vous voir. On les connaissait, hein, c'était nos amis. Bon, on était aussi des bons clients, faut dire. Donc, ça allait, ça passait. Quand on évitait la cantine. Voilà, exactement. Si je vous dis globe terrestre, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ah oui, bien sûr, oui. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'ai toujours besoin d'être géographiquement positionné. Moi, j'ai toujours été passionné de ça, de géographie, de géopolitique... de politique internationale, ah oui, ça me parle. Ça vous dit quoi? Ça me dit que c'est un endroit que je veux connaître. Donc moi j'ai besoin de voyager en fait. C'est un truc, je vis aujourd'hui dans une région qui n'est pas la mienne. Enfin, je me sens pas chez moi ici, en Île-de-France là, où je vois beaucoup plus de contraintes que d'avantages. Donc à la première occasion où je peux me casser, je me barre. Voilà, que ce soit week-end, vacances. Moi j'ai la chance de pouvoir le faire, hein, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas, mais moi j'ai la chance de pouvoir le faire. Je veux dire, quand j'ai le début de mes vacances un vendredi soir, le samedi matin je suis parti. Voire même parfois le vendredi soir. Et si je retravaille, j'ai une émission le dimanche soir, ça m'arrive régulièrement de rentrer le dimanche après-midi, par exemple. Voilà. Donc j'optimise mon temps autant que faire se peut loin d'ici. Alors, du coup, là, c'est l'avantage d'habiter Paris.
Il y a quand même des aéroports qui Oui, vous favorisent. il faut bien qu'il y ait un avantage ou deux quand même. Des aéroports, il y a des gares. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai. Mais donc voilà, donc effectivement, globe terrestre, ça me parle. Et puis alors, je supporte pas d'aller partout, enfin d'aller où la majorité des gens vont. Donc si la mode, je sais pas, j'ai une bêtise, mais si la mode c'est d'aller en Italie, j'irai surtout pas en Italie. Ou si la mode c'est d'aller, voilà. J'ai besoin de me sentir en dehors du contexte habituel dans lequel je suis. Oui, vous voyagez pas en mode touriste, comme on l'entend, c'est de consommation. Non, mais je voyage pas en mode je me mets sur la plage et je reste au même endroit une semaine. Ça, c'est pas possible pour moi, c'est inconcevable. Je voyage en mode nomade, itinérant, découverte. Moi, j'ai l'impression de me fatiguer plus quand je suis en vacances que quand je suis au travail. Mais après, c'est de la bonne fatigue. C'est-à-dire que c'est... C'est une fatigue voulue. Exactement. Et puis, je ne conçois pas de le faire autrement. Alors parfois, ça peut être chiant pour les gens qui sont avec moi, qui peut-être ont envie de se dire attends, et moi, j'aime me reposer, là, laisse-moi 2-3 jours tranquillos. Bon, je peux le comprendre. Hein, donc, j'essaie de composer. Mais c'est parfois compliqué. Du coup, c'est des voyages quoi? C'est des voyages où on court, c'est des voyages où on skie. C'est des voyages, oui, toujours un peu. J'essaie toujours de faire un peu de sport à droite à gauche. Oui, j'ai fait ça. J'ai utilisé parfois des événements sportifs pour découvrir des endroits. J'ai utilisé des événements sportifs pour entrer dans des endroits qui n'étaient pas évidents pour y pénétrer. Oui, et puis voilà quoi. Si je vais, je sais pas, je découvre un pays par exemple, j'ai besoin d'aller à un maximum d'endroits parce que je veux voir quoi, je veux voir là, et puis quand je suis au bout de la rue, je vais encore faire 30 mètres parce que je veux voir ce qu'il y a derrière le pâté de maison quoi, voilà. C'est une espèce de curiosité permanente quoi. Alors justement, vous disiez que vous êtes entré grâce au sport dans des endroits un peu auxquels tout le monde ne se rend pas. Je pense à la Corée du Nord. Tout à fait. Donc on peut parler de ce petit voyage-là. Ouais. Ah bah c'était génial. Bah, la Corée du Nord, moi ça me faisait, alors, à partir du moment où on dit ce pays, on peut pas y rentrer, bon bah évidemment, et puis mécaniquement on se dit bah pardon, je veux y aller. Et donc j'ai profité d'une opportunité. Alors certains vont dire mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas, ça n'a aucun intérêt, et puis en plus c'est une dictature. Bon bah justement, moi j'aime ça, j'aime justement voir de mes yeux et me faire ma propre idée. Donc effectivement c'est une dictature. Effectivement c'est un endroit hallucinant parce que c'est une sorte de, en fait, comment dirais-je, de secte géante quoi, en quelque sorte, où les gens ne savent pas ce qui se passe à l'extérieur. Pas qu'ils veulent pas, mais en fait, en fait on leur a organisé une vie qui fait que c'est impossible pour eux. Voilà, et donc la Corée du Nord en fait organise tous les ans un marathon. Et il se trouve que ils permettent comme ça, je sais pas, une petite cinquantaine en gros de marathoniens étrangers de participer. Et en fait, c'est une boîte chinoise qui organise ça. Bon, en fait, évidemment, ça sert surtout à faire rentrer des devises dans le pays, puisque ces marathoniens dont j'ai fait partie payent pour y entrer. Alors, c'est même pas très cher d'ailleurs, parce que de mémoire, ça m'avait coûté moins de 1000 euros par exemple pour y aller. Et donc on est pris en charge à Pékin par cette boîte. Et à partir du moment où on est pris en charge, en fait, on ne peut plus rien faire seul. C'est-à-dire, seul dans l'espace public. Et donc on prend l'avion nord-coréen de Pékin à Pyongyang. Là, il y a des guides, toujours 2 guides qui sont avec vous, parce qu'ils se surveillent l'un l'autre en fait. Et tout est balisé, on vous emmène dans certains endroits, on vous fait voir des trucs, vous pouvez pas sortir des sentiers battus, c'est-à-dire que on nous avait même dit pendant la course, si vous abandonnez, vous restez sur place. Hors de question de vouloir rentrer en marchant, ou voilà, vous restez sur place, vous en faites pas, on viendra vous chercher. Bon. Enfin voilà, tout était très balisé. Mais bon, en fait, on voit quand même le pays. Il y a quand même quelques interactions qui peuvent se faire avec les gens. Et ça a été un des voyages les plus incroyables que j'ai fait, quoi, je pense. Vous avez fait quelle autre destination comme celle-là? Oula, plein.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle comme celle-là? Est-ce qu'on parle en termes De pays où on peut pas trop aller. de pays où en fait, il n'y a pas tant de pays que ça où on peut pas aller. Il y a la Corée du Nord, en effet. Bon, après, il y a des pays en guerre où c'est dangereux d'aller. Aujourd'hui, c'est peut-être dangereux d'aller en Afghanistan, d'aller au Yémen. Voilà, mais en fait, dans l'absolu, on peut aller partout. Mais il y a des endroits où on ne va pas parce qu'on n'y pense pas, où on ne va pas parce qu'on se dit il n'y a rien à y faire, où on ne va pas. Mais en fait, on peut aller partout. Je veux dire, c'est pas, c'est une question d'organisation. Bon, ça a un coût évidemment, donc il faut pouvoir le faire. Faut avoir le bon passeport aussi. Il faut avoir le bon passeport aussi, effectivement. Bon là, quand on a un passeport français, on n'est pas trop mal. Mais oui, il est vrai que un Soudanais, par exemple, n'entrera pas comme il veut aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, malheureusement. Donc, bah, moi, oui, j'ai cette chance-là de pouvoir le faire. Donc, ouais, je suis allé dans des coins. Moi, des fois, des fois, limite, il y a certaines personnes dont je connais les réactions. Je vais même pas leur dire où je suis allé, parce ils me prennent pour un fou, en fait. Ils disent, mais il est barjot, celui-là. Enfin, bref. Mais bon, enfin, ouais, c'est ma façon de faire, quoi, de fonctionner. Voilà. Bon, je suis. Bon, après, j'ai aussi un métier qui me permet de faire ça. Je veux dire, je sais pas, je suis allé, grâce à mon métier, en Angola, aux îles Fidji, au Chili, enfin, j'en sais rien. Non, la liste des pays est très longue, donc. Mais je suis aussi allé seul au Tadjikistan, à Brunei ou au Botswana. Enfin, je dis ce qui me passe par la tête, hein, mais voilà, donc effectivement, ça fait partie de ma façon de fonctionner. C'est-à-dire que je ne peux pas concevoir de ne pas avoir de découverte dans mon horizon à moyen terme. Il y a des photos souvenirs de ces pays-là? Bah, pas trop. Je suis pas trop, quelqu'un de. Je peux être assez nostalgique, mais j'ai pas forcément besoin d'avoir des trucs physiques en fait pour que ça se matérialise. Euh, donc effectivement, j'aurais pu en aller, puisque on va dire en 30 ans de voyage, j'aurais pu accumuler pas mal de photos, mais non, j'en ai pas énormément. J'en ai quelques-unes. Mais je suis pas très photo, non. En fait, j'ai pas le réflexe. Mais voilà, tout est dans la tête. C'est quoi le prochain voyage de fou? Ah bah là justement, bah alors le prochain voyage c'est en Italie, donc c'est bon, c'est pas un voyage de fou, hein. C'est Mais plus à la mode, c'est bon, on peut y aller. mais il y a plein, non, mais c'est surtout pour aller voir des endroits où je suis pas allé. Moi, par exemple, j'ai très envie d'aller à l'île d'Elbe, où je suis jamais allé. Et donc là, voilà, l'île d'Elbe, ça fait partie des prochaines destinations. Peut-être pas au mois d'août. Non, non, pas au mois d'août, en effet. Et puis quoi d'autre? Et puis je sais pas. Là, pour l'instant, j'ai rien de vraiment fou en préparation parce que bon, je dépends toujours un peu de mon emploi du temps et tout, donc. Mais bon, il y a plein d'endroits où je suis jamais allé, où j'ai envie d'aller, quoi, où je sais que j'irai. Je veux dire, je veux absolument aller en Bolivie. Je sais pas pourquoi ça m'obsède en ce moment. Donc bon, j'espère pouvoir y aller bientôt. Et puis voilà. Et puis bah, j'ai envie d'aller au Pakistan parce qu'on entend tellement de trucs sur ce pays que moi j'ai envie d'aller voir le Pakistan, de voir comment c'est, voilà, de découvrir ça. Voilà. C'est évident, si quand on dit à quelqu'un, tiens, tu vas où en vacances? Au Pakistan. Il dit, ah ouais, alors soit t'es un fou, soit t'es un potentiel djihadiste, ou bien t'es un militaire, ou bien tu fabriques des armes. Enfin voilà, donc tout de suite, c'est pas concevable dans un esprit normalement constitué de dire qu'à quelqu'un, bon. Donc voilà, c'est un exemple concret. Vous avez déjà fait l'Inde? Oui, je suis déjà allé en Inde et j'aimerais bien y retourner parce qu'il y en a un, bon, l'Inde c'est super grand et tout, donc il y a plein d'endroits à voir. Mais oui, déjà fait. La Russie? À la Russie, je suis allé plein de fois pour le boulot. J'ai même été. Il y avait les Jeux Olympiques d'hiver à Sotchi, c'était en 2014. Donc là, j'avais passé 3 semaines sur place. Et j'aime beaucoup la Russie, c'est intéressant parce que c'est un pays qui est vachement. Enfin, moi je trouve que c'est un pays qui est super en mouvement. Donc il y a une sorte d'énergie là-bas.
Bon, alors après, je parle pas, évidemment, j'entre pas dans les considérations politiques. Je veux dire, enfin, tout le monde condamne ce qui se passe, évidemment, moi aussi. Mais voilà, dans ce pays, il y a une énergie. Puis, je sais pas, l'espèce de côté gigantesque, là, on se sent vraiment dans un univers totalement différent, quoi. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, je sais pas, il y a un truc un peu fascinant dans les ex-pays communistes, parce qu'on a souvent l'impression qu'ils sont restés figés. C'est comme si nous, par rapport à notre niveau de développement, l'architecture des villes, ce qu'on peut trouver dans les biens de consommation, tout, voilà, c'est comme si on faisait un retour à chaque fois 20 ans en arrière. Mais en même temps, eux, ils rattrapent un retard à une vitesse dingue, donc il y a un décalage comme ça. Donc c'est intéressant, quoi, voilà. Voilà, la Russie, j'aimerais bien un jour faire le transsibérien par exemple, c'est prendre le train à Moscou et aller jusqu'à Vladivostok. Bon là en ce moment c'est un peu compliqué mais... Un jour. Oui, sans doute que un jour ce sera de nouveau faisable. Et du coup, quand vous allez en Corée du Nord, il y a des similitudes avec la Russie, justement? Oui, parce que évidemment, comme ils sont très liés, et puis bon, c'est les pays... bon, la Corée du Nord est encore une dictature, soi-disant communiste, enfin c'est avant tout une dictature personnelle, donc oui, il y a pas mal de similitudes en termes d'organisation au quotidien de la population, organisation du travail, façon de fonctionner, puis le côté très directif, les ordres c'est les ordres, voilà, c'est des pays où il n'y a pas la place à la discussion en fait. Donc les gamins apprennent très vite... voilà, on dit tu fais ça, tu le fais, tu fermes ta bouche, tu vas, puis tu réfléchis plus tard en fait. Enfin bon, il y a plein de similitudes, oui. Et au niveau de l'architecture, moi, je pensais plutôt à ça. Ah oui, l'architecture, on a alors, les gens qui ne sont jamais allés en Russie, peut-être qu'ils se disent, ils voient le Kremlin, ils voient Moscou, des bâtiments un peu les coupoles en or et tout. Bon, la Russie, comme tous les ex-pays de l'Est, et puis la Corée du Nord, on peut l'intégrer là-dedans. C'est principalement des grandes barres d'immeubles grises, des bâtiments hyper massifs, sans grand charme, souvent des grands parcs, peu de voitures, peu de circulation. Voilà, quoique maintenant ça c'est en train un peu de changer. Mais oui, c'est pas... quand on vient d'une ville française, effectivement, de premier abord, on se dit « ouais, j'ai pas trop envie de vivre ici, si jamais on me donne le choix ». Mais en fait, ça a vraiment son charme. C'est-à-dire que c'est pas le même rythme de vie, c'est pas la même façon de voir les choses. Je sais pas, tout est différent, quoi. Du coup, ça me fait penser, peut-être à tort, mais je pense à Cuba pour le coup. Alors Cuba, c'est très différent. Cuba étant un pays tropical, Et plus de couleurs. il y a beaucoup plus de couleurs, que ce soit la couleur des gens et la couleur des plantes, la couleur des bâtiments, tout ça. Donc oui, c'est très différent, même si effectivement c'est aussi, ça reste malgré tout un pays autoritaire, avec quelques points communs. Mais alors Cuba, c'est un pays très compliqué à visiter, parce que Cuba, c'est le pays des arnaques. Et en fait, quand on arrive là-bas, en étant en mode un peu touriste gringo, quoi, vous êtes vite repéré et potentiellement il y a de l'arnaque à tous les coins de rue. Que ce soit dans l'endroit où vous habitez, la personne qui va vous transporter, même le gars à qui vous allez éventuellement louer un vélo. Enfin bref, on a toujours l'impression de... Bon, mais eux, ils ont un gros tourisme américain qui arrive avec un fort pouvoir d'achat. Et quand les Européens ou d'autres viennent là-bas avec un pouvoir d'achat qui n'est pas le même, enfin, donc ça crée... Bon. Donc Cuba, faut bien préparer son déplacement à Cuba. Voilà. Il n'y a pas de location de voiture, on se dit... Si, c'est possible, ouais. C'est possible. Non, mais tout est toujours plus ou moins possible, hein, mais c'est pas un pays hyper simple à visiter. Il faut bien se rencarder avec des gens qui connaissent pour pas se faire avoir, quoi. Voilà. Et on n'est pas à l'abri non plus. Exactement. Et est-ce que vous avez toujours été, ou est-ce que vous avez été plutôt prédestiné au journalisme? Alors j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été un consommateur, même dès, je me souviens de ça, gamin, de toujours être intéressé par l'actualité, ce qui se passait dans le monde, lire des journaux. Quand j'étais gamin, je recopiais même des articles de journaux, j'aimais ça. J'allais, je sais pas, je décalquais des trucs, des images, des pays, des choses comme ça. Donc j'ai toujours aimé, c'est toujours quelque chose que j'aimais.
Et bon, après, les choix, des fois, d'études qui s'imposent à vous font qu'on se désoriente vraiment de ce qu'on veut faire au départ. Et après, j'ai réussi à me raccrocher aux branches, en fait. Mais oui, oui, c'est quelque chose c'est une sorte de vocation. Voilà, je pense qu'on peut le dire. Parce que moi, dès que j'avais... j'ai le souvenir vraiment de tout gamin, de déjà me dire, j'adorerais faire ça. Il y avait quoi comme presse à la maison? Bon, il y avait des magazines, il y avait un peu de tout, des journaux. À l'époque, à Strasbourg, c'était les dernières nouvelles d'Alsace que je lisais. Moi, j'avais un grand-père, par exemple, qui était abonné à ce journal. Et donc, tous les jours, il y avait les dernières nouvelles d'Alsace sur la table. Donc, on lisait ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme journaux? Il y avait Libé, souvent. Le Monde, souvent. Puis oui, puis quelques magazines, quoi. Mais donc, on va dire qu'il n'y avait ni le Figaro ni Valeurs Actuelles, par exemple. C'était pas trop la tendance. Et du coup, vous recopiez des articles. Pourquoi? Ben, parce que j'aimais ça, quoi. Et puis, c'était peut-être pour se sentir un peu journaliste, quoi. C'est de dire... donc, j'adorais les lire. Et avec des copains, on avait même fait comme un petit journal au collège, où en fait, on reprenait une dizaine d'articles qu'on avait aimés, et on les recopiait, et on les mettait ensemble, et puis on disait aux autres, bah tiens, si tu veux lire ça, si tu veux, voilà. C'est comme si on faisait une sorte de revue de presse, en quelque sorte, à l'époque, sans savoir ce que c'était une revue de presse. Hein. Et on faisait ça, donc voilà, j'ai toujours été baigné un peu là-dedans, quoi, l'actu. Et ce qui finalement est assez logique avec mon goût, je pense, pour les voyages, aujourd'hui, avec mon parcours professionnel, quoi. C'est marrant de se dire qu'on est passé tout à l'heure de je faisais des bêtises à l'internat avec mes copains, on faisait une revue de presse. Ouais, bah peut-être ça faisait partie des bêtises. Je sais pas. Mais bon. Non, ça faisait pas partie des bêtises. On faisait ça plutôt que bosser les maths, quoi. On faisait ça. Oh, je trouve ça génial. Et du coup, vous décalquez quel genre de photos? Plutôt des bâtiments, une plage, je sais pas, une montagne? Ouais, je sais plus, mais alors, si, comme j'aimais la géographie, ça pouvait m'arriver de me dire, tiens, je prenais par exemple, je prends l'Afrique, et puis j'allais décalquer tous les pays, après les autres, et puis je me disais, tiens, cette forme, ah ouais, ça c'était, et donc je reconnaissais, rien qu'à la forme, je reconnaissais le pays. Et puis je savais où était la capitale, quelle était la capitale, les 2-3 villes, le fleuve, les machins, donc ça, j'adorais faire ça. Vous aviez 20 sur 20 en géographie? À géographie, j'étais au top. Je savais placer des trucs sur une carte, parfois mieux que les profs. Bon, ça, c'est comme ça. Oh, c'est génial. Ouais. Vous voyagiez comment avec vos parents quand vous étiez petit? Ben, on voyageait pas beaucoup parce que mes parents étaient enseignants et en fait, nous, quand on était gamins, mes parents, ils s'occupaient de colonies de vacances. Donc en fait, par exemple, tout l'été, on partait au même endroit et il y avait des colos, quoi. Et mon père était directeur de la colo, ma mère, je sais pas ce qu'elle foutait, elle était peut-être animatrice, je sais plus. Bon. Et donc nous, on était là, quoi. Toujours avec plein de gens, hein, plein de gamins. À Champs-Rousse? À Champs-Rousse ou ailleurs, on a fait ça dans le sud-ouest, en Bretagne. Et puis bon, pour mes parents, c'était aussi un revenu, quoi. Donc l'été, c'était comme ça, 2 mois de colo. Et puis l'hiver, parfois c'était colo de ski. Et puis voilà, c'était comme ça tout le temps. Donc on était tout le temps, on partait, quand on était gamin, on partait comme ça avec nos parents qui ont encadré des colonies de vacances. Donc c'était pas des voyages. Enfin, c'était des voyages, mais c'était pas des voyages au sens internationaux, qu'on va dire. J'ai presque de la peine. Je suis tiraillée entre de la peine et je trouve ça génial. Vous Vous n'étiez jamais seul avec vos parents. Il y avait même les vacances, il y avait des gens. Peu. C'est vrai. C'est vrai, mais en fait, ça se faisait naturellement, quoi. C'était pas... moi, nous, on connaissait... Enfin, c'était naturel, on faisait que ça. Donc, c'était normal. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Noël, là-bas, là, ouais, il y a une... On va... je sais plus, enfin, on a fait tellement d'endroits. Et puis ça faisait une bande, parce que mes parents, ils partaient, donc mon père était directeur de la colo, donc il avait toute une bande de potes qui étaient avec, qui faisaient animateur, je sais pas, le cuistot, le truc. Puis c'est toujours les mêmes, quoi. Donc, en fait, même encore aujourd'hui, c'est des gens avec qui on est toujours en contact, les amis de mes parents. Oui, parce que vous étiez toujours en mode village, quoi. C'est ça. Ouais.
À l'école, Oui, bah à la après, maison, bon, moi, le week-end. je vois mon père, lui, il avait 6 frères et sœurs, donc peut-être qu'en fait, pour eux, c'était naturel, en fait, d'être tout le temps comme ça, au milieu de plein de monde. Bon, c'est pas. Voilà, je vois. Voilà, c'est sûr que nous, c'était pas le modèle. On a une maison de campagne, et puis on y va pour lire des livres au coin du feu, quoi. C'était pas trop ça. Nous, c'était on part à 50, on sort le matin, même quand il fait -12, pour aller faire du vélo, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est marrant. Voilà. Bon, alors pour le coup, là, c'est peut-être... bon, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais vous, ça... Ce monde qui est là toute l'année, tout le temps, dans toutes les configurations, c'est-à-dire que même Noël, je pense que il y a toujours plein de gens. Ça doit Ouais, être- non, alors Noël, on faisait toujours des Noëls en famille, mais effectivement avec toujours beaucoup de monde. Il y a toujours, Mais voilà. c'était la famille. C'était la famille, ouais. Et du coup, le petit frère, il est comme vous, introverti ou plutôt... Mon petit frère est mon premier petit frère est mon exact opposé. C'est-à-dire que il aime à peu près tout ce que je n'aime pas, et j'aime à peu près tout ce qu'il n'aime pas. Donc voilà. Bon, bah, Oui, donc la même éducation on dit comme ça. a produit deux... Et deux personnalités très opposées, ouais, effectivement. Donc bah, c'est comme ça. Puis après, j'ai un deuxième petit frère qui lui, on va dire, est peut-être plus une synthèse des deux. Voilà. Non, mais pour le coup, lui, comme il y a 17 ans d'écart, il a presque pas vécu dans le Ouais, mode... non, effectivement, il a eu sa vie à lui, quoi. Il a eu sa vie. Alors, on est à l'internat, vous étiez Après le bac, vous avez fait Une prépa HEC, prépa HEC, qui est toujours pas une école de journalisme. exactement. Les pires années de ma vie. Bon, bah, désolé. Trop de boulot, trop de pression, l'enfer. Et il y a un stage en prépa HEC? Non, on bosse comme des cons pour préparer des concours. Et après, donc, les meilleurs vont dans les meilleures écoles de commerce. Les moins bons comme moi vont dans les moins bonnes écoles de commerce. Et après, il y a les stages. Donc vous avez fait école de commerce. Et j'ai fait, moi je me suis retrouvé donc dans une école de commerce qui s'appelait à l'époque Subdeco Chambéry. Donc dans la région où j'étais. Hein. Et puis voilà, qui est une petite école, mais qui, mine de rien, m'a permis de faire ce que je fais aujourd'hui, indirectement, par l'intermédiaire des stages et des rencontres. Voilà. Donc arrive un stage. Arrive un stage à cette école, effectivement. En fait, cette école permettait de faire une année de stage, en fait. Et donc moi, je me dis, ah super, et tout. Et donc je cherche, et je trouve un stage à l'époque au club de hand de Chambéry, qui est un très bon club de hand français qui est toujours aujourd'hui performant. Et l'idée du stage était, puisque j'étais en école de commerce quand même, était de faire une sorte de recherche de partenaires. Donc faire du commercial, en quelque sorte, se trouver des nouveaux partenaires au club. Bon, en gros, ramener de l'oseille, quoi. Ce qu'on vous apprenait à l'école. Voilà. Bon, évidemment, j'étais très très nul pour ça. Et il se trouve que le président de ce club, qui est toujours le même aujourd'hui, qui s'appelle Alain Poncet, était aussi un patron de radio. Il dirigeait des petites radios locales là-bas en Savoie, enfin dans la région Rhône-Alpes. Et dans les mêmes locaux, il y avait donc les gens qui géraient le club et les gens de la radio. Et bon, bah, au fil de mon stage, je passais de plus en plus de temps avec les gens de la radio et je passais de moins en moins de temps Allez chercher de l'argent. à aller chercher de l'argent. Donc là-dessus, je me suis aussi occupé un peu de la com du club. Alors ça me correspondait plus. Alors on faisait un petit... à l'époque, il n'y avait pas encore de site internet. On était à la fin des années 90. Donc c'était au tout début de ça. Donc il y avait une com qui était un peu différente. On faisait un petit journal du club qu'on donnait lors de chaque match. Il y avait des petites opérations qu'on montait et tout. Donc ça, je m'en occupais très très bien. Là, j'étais parfait là. Bien mieux que pour aller chercher de l'argent. Et pendant ce temps-là, je passais du temps avec les journalistes en fait qui étaient là. Et c'est comme ça que je me suis un peu raccroché aux branches et que je me suis formé un peu sur le tas, quoi. Parce qu'en gros, les mecs, j'allais les saouler tous les jours. Donc à un moment, ils m'ont dit, bah tiens, t'as qu'à faire ça, et puis ça. Et puis de fil en aiguille, bah, je me suis retrouvé un jour comme ça à faire un journal à l'antenne. Voilà. Et c'est parti comme ça.
Et après, je me suis dit, bon, bah, ok, c'est ça que je veux faire. L'école de commerce, je vais finir ça vite fait, bien fait. Je l'ai bâclé, en quelque sorte. Enfin, je l'ai bâclé. Bon, j'ai quand même fini. Hein. Et puis après, c'était parti. C'est parti, ça veut dire quoi? Bah, après, c'était parti, c'est que je voulais être journaliste et je suis devenu journaliste. Voilà. Alors, comment Sans avoir fait d'école de journalisme. Alors, en comment c'est l'occurrence. possible? Bah, en fait, journaliste, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'école. Il y a pas, non, mais il n'y a pas de parcours type. C'est-à-dire que moi, je vois, par exemple, aujourd'hui, dans les médias où je bosse, bah, il y a des gens qui ont tout fait, quoi. Il y a des gens qui ont fait des reconversions professionnelles, il y a des gens qui ont fait plein d'autres métiers avant, il y en a d'autres qui ont fait vraiment, il y a une école avec une formation très académique et tout, voilà. Il y en a d'autres qui sont arrivés par des biais différents. Enfin voilà, il y a vraiment tous les... Bon, parce que c'est un métier un peu spécial. Bon, c'est un métier de vocation, c'est un métier de curiosité, c'est un métier où en fait, c'est un métier de passion, quoi. Moi, souvent, quand on me dit, oui, mais toi, comment tu fais? Oh là là, tu travailles le soir, fou, t'as pas de vie, tu peux jamais sortir, aller au resto, comment tu fais ta vie familiale et tout? Je dis, mais moi, travailler, en fait, enfin, ce que je fais, c'est mieux que travailler pour de vrai, en vérité. C'est-à-dire que c'est pas, moi, j'ai pas, je vais tous les jours à mon boulot avec plaisir. Voilà. Alors, j'ai la chance parce que beaucoup de gens ne sont pas dans ce cas-là. Voilà. En fait, mais je pense que c'est parce que aussi je me suis écouté au bon moment. Que j'aurais pu effectivement rester dans des trucs, je sais pas, moi de l'école de commerce là. Puis non, en fait, c'est ça qui m'a plu et puis j'y suis allé, quoi, voilà. Et je pense qu'il y a eu des petits coups de pouce aussi. Ah ben ça, évidemment. Alors, le coup de pouce, oui, de gens que j'ai rencontrés. Moi, personne dans ma famille n'est journaliste ou travaille dans les médias. Donc, j'ai pas eu d'aide, on va dire. Je n'ai pas bénéficié de piston. Voilà. J'ai bossé. Il y a une part de chance aussi, hein, parce qu'il faut être au bon moment là. Donc j'ai démarré, donc j'ai fait ce stage dans ce club de hand. Donc après il y avait ces radios, donc il y avait par exemple à l'époque c'était des petites radios locales qui étaient franchisées. Donc par exemple le Europe 2 du coin ou le Radio Nostalgie du coin était en fait une petite radio locale qui reprenait les programmes. Et donc il y avait une petite rédaction, il y avait des petits journaux d'information le matin, des choses comme ça. Donc moi je faisais ça. Il y a une radio, par exemple, qui s'appelait là-bas en Savoie Montagne FM, dans la vallée de la Maurienne. Et eux, par exemple, moi, je les ai contactés, enfin, je ne sais plus par quel intermédiaire. Et ils m'ont dit, nous, on a besoin de jeunes journalistes pour faire les journaux le matin. Donc, moi, je dis, moi, s'il fallait le faire à la nuit, je sais pas, oui, quoi. Donc, je me levais à 3h du matin et j'allais faire les journaux puis après, j'allais en cours. Enfin, bon, c'était... Et donc j'ai fait quoi. Puis des fois j'ai dû faire des choses des fois très nulles, mais bon, enfin je démarrais et c'est comme ça que c'est parti. Et donc j'ai effectivement pas fait d'école de journalisme, donc peut-être qu'il m'a manqué au début plein de choses, hein, et j'ai bénéficié effectivement de l'aide de pas mal de monde, de l'aide, mais aussi bon, moi j'étais pas passif, quoi, c'est-à-dire que je produisais quand même quelque chose, donc ça devait quand même être satisfaisant à un certain niveau, sinon bon, ça aurait pas marché. Et puis voilà, quoi, et puis ça s'est lancé comme ça. Et du coup, vous avez commencé par parler de handball. Alors oui, parce que dans le cadre de ce fameux stage, il y avait une radio locale qui retransmettait les matchs de hand. Alors évidemment, moi j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, attendez, moi je suis là, je suis dans le club là. Je suis spécialiste. Je veux dire, prenez-moi. Je le ferai partout. Et puis donc on faisait, et d'ailleurs c'était super parce que c'était là, à l'époque, évidemment les médias étaient pas développés, les médias digitaux n'étaient pas développés comme maintenant. Donc Chambéry c'est une petite ville, mais il y avait quand même un public un peu acharné on va dire, 1500-2000 personnes qui, dès que Chambéry allait jouer dans des bleds un peu lointains et tout, moi j'étais là et puis pendant 1 heure, je parlais tout seul, quoi. Et je faisais le match, le truc, les scores, les machins. Donc j'ai appris comme ça sur le tas. En live. En live, exactement. Et j'étais super content parce qu'après quand je rentrais et le match d'après où c'était donc à Chambéry, les gens me disaient ah super, on a écouté, ah ouais, heureusement que t'es là parce que sinon on n'est pas au courant de rien, on attendait le lendemain matin ou alors fallait appeler des gars le soir pour avoir le résultat. Enfin bon voilà, c'était un autre temps, quoi, en fait. Maintenant aujourd'hui voilà, avec les réseaux sociaux, les sites, tout est en live, quoi. Du coup vous étiez à la star de Chambéry. Non, parce que c'était vraiment un petit truc, ça ne sert de rien du tout. Non. Et
Donc vous continuez de rédaction en rédaction, Tout à fait. de petites radios en petites Ouais, radios. de petites radios en petites radios. Qu'est-ce que je fais alors pour reprendre le truc, donc je bosse donc dans différentes petites radios locales. Juste, je vous coupe. Vous Ouais. avez quel âge à ce moment-là? Bah là, on parle de 80, 96, 97, 98, donc j'ai 22 ans. J'ai entre 22 et 25 ans. Là, vous êtes diplômé d'école. Je suis diplômé de l'école et je continue. Une fois que je suis diplômé de l'école, je commence à faire des piges. Voilà. Et là, comme j'avais bossé donc pour une radio qui a un radio nostalgie locale, j'ai la patronne de la rédaction de Radio Nostalgie qui m'appelle, qui me dit tiens, on cherche quelqu'un à Clermont-Ferrand. Si tu veux, on t'embauche. Donc un CDI. À l'époque, les CDI, c'était le truc, c'était le Graal. C'est-à-dire, le CDI, c'est génial, là c'est bon, je suis tranquille toute ma vie. Voilà. Et donc, je dis ok, je vais faire. Donc je dis d'accord. Et là, la dame à Nostalgie me dit ah, je suis super contente parce que bon, bah, on n'a jamais embauché quelqu'un d'aussi jeune. Enfin bref, donc elle me tresse des lauriers et tout. Bon. Et je vais à Clermont-Ferrand. Et là, l'enfer. J'arrive à Clermont-Ferrand. Novembre. Temps dégueulasse. Brouillard. La meilleure période de l'année, clairement. Brouillard. Je connaissais pas. Une ville, plus la ville est un peu noire comme ça. Enfin bon. Je suis très bien accueilli par un gars là-bas sur place, je sais plus son nom. Et voilà. Et il me dit bah voilà, alors regarde, tu vois les studios, c'est là. Et en fait, il n'y a rien qui marchait. Le truc était en friche. Alors je sais pas ce que le gars d'avant avait fait. Enfin, c'était n'importe quoi. Et là, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette galère? Bon. Et je reste là-bas 3-4 jours. Et le week-end, je rentre. Et je continuais quand même à suivre mes Chambériens là. Et je vais au match à Chambéry. Et donc, l'entraîneur du club de Chambéry à l'époque, qui est un ancien champion de hand, un gars avec du charisme, assez musclé, fort, machin, vraiment un mec moi que j'adorais, qui s'appelle Philippe Gardan, dont le surnom est Boule, parce que ça correspond tout à fait à son physique. Et il dit alors, Clermont-Ferrand et tout. Je dis ah, c'est l'enfer. Il dit mais qu'est-ce que t'es allé foutre dans cette galère? Et il dit mais laisse tomber, casse-toi. Je dis ah, je sais plus, j'avais 23 ans. Ça n'a aucun intérêt, t'as rien à foutre là-bas, arrête un peu. Bon. Et donc le lundi, je rappelle La madame et je lui dis je démissionne. Bon, je pense qu'elle m'a détesté évidemment. Hein. Et voilà. Et du coup, de Chambéry, je suis passé à Val Thorens, puisque par le même réseau et tout, j'ai travaillé là-bas toute une saison à refaire du ski, puis à faire les infos locales de la station. Enfin, voilà. Et j'ai rebondi un peu comme ça. Voilà. Et puis. Et après, je suis parti m'installer en Australie. Je suis parti en Australie où j'ai vécu en 99 et en 2000. Voilà. Ce qui n'est pas pareil, pas le même contexte. Pas mal contexte, un peu loin, mais qu'est-ce qui se fait qu'on se lève le matin et qu'on se dit je pars en Australie? Bah en fait, je m'étais dit bon, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux rester là dans tes trucs en gros régionaux, ou est-ce que tu veux tenter quelque chose? Bon, il se trouve qu'il y avait les Jeux Olympiques de Sydney. Je coupe. C'est le Oui. premier voyage international? Non, j'avais déjà fait les voyages européens, on va dire. C'est le premier voyage, on va dire, hors d'Europe. Donc je me suis dit, si j'y vais, qu'est-ce que je prends comme risque? À peu près aucun, parce que si ça marche pas, bah, je rentre. Hein. Voilà. Et je reviens à Val Thorens, il y a quoi? Ou ailleurs, je sais pas. C'était un moment où j'avais plus de copines. Donc je me disais, bon, bah, là, si je pars m'installer là-bas, ça va contrarier personne. Mes parents, un petit peu, ce qu'ils se disaient quand même, c'est loin et tout. Et donc, bah, j'y suis allé, voilà, je suis parti. Alors j'ai quand même bien préparé mon histoire. C'est-à-dire que j'ai fait une sorte de tournée de rédaction. Donc je suis venu à Paris. Je suis allé voir plein de gens, plein de radios différentes, des journaux. Je suis allé à Bruxelles. Que vous connaissez ou pas du tout? Vous avez juste démarché? J'ai démarché. J'ai démarché, je les ai contactés. Je dis bah voilà, j'ai le projet de partir m'installer en Australie. Est-ce que ça vous intéresse? Certains m'ont dit bah non. D'autres m'ont dit ah pourquoi pas. Il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, on a toujours besoin de correspondants et tout. Et moi je dis ok, je viens vous voir.
Donc j'allais, et c'est comme ça que j'ai fait un début de petit réseau. Et je suis parti là-bas. Vous avez atterri où? Voilà. Et je suis arrivé là-bas à Sydney, puisque bon, les Jeux Olympiques étaient à Sydney en l'occurrence. Donc j'étais basé à Sydney. Alors j'avais un pote de l'école de commerce qui était là-bas, parce qu'il faisait un stage là-bas. Donc ça m'arrangeait bien. Comme ça, lui, ça l'arrangeait aussi, parce que du coup, bon, on a vécu à deux pendant 6 mois, le temps qu'il finisse son stage. Après, lui, il est rentré en France. Et moi, je suis resté. Et en fait, c'est vraiment ça qui a lancé ma carrière, quoi, en fait. Puisque là-bas, je deviens un peu le correspondant d'une petite dizaine de médias francophones. Il y en a avec lesquels ça se passe très bien, d'autres avec lesquels c'est plus épisodique, bref. Et c'est comme ça aussi que j'entretiens une relation avec RMC pour lesquelles je pigeais déjà un petit peu avant. Donc je les connaissais un peu. Et voilà. Et en fait, c'est ce qui a fait que j'ai pu après rentrer RMC et développer tout ce que j'ai développé ensuite. D'accord, donc vous connaissez RMC, mais vous ne bossez pas encore à RMC ou à Monaco. Non, parce qu'en fait, à l'époque, avant ça m'arrivait de piger RMC, puisqu'il y a un de mes amis avec qui j'ai démarré comme dans le journalisme, qui a été un de mes formateurs, qui s'appelle Édouard G, qui est toujours à RMC aujourd'hui, qui lui avait quitté la radio locale où il bossait pour bosser RMC. Et en gros, quand il y avait besoin, quand lui partait en vacances, il fallait le remplacer. Et donc il m'avait dit, bah tiens, si tu veux, tu peux me remplacer là, une semaine. Lui à l'époque, il était basé à Grenoble. Et donc, puis après à Lyon. Et donc je le remplaçais. Puis après, quand on rentre dans ce petit réseau-là, bon, je peux aussi remplacer le mec de Montpellier, puis je peux remplacer. Voilà. Donc je faisais ça. Et donc les gens d'RMC me connaissaient, quoi, parce que j'étais une sorte de pigiste un peu régulier, quoi, voilà. Et mais donc, vous n'étiez pas à Monaco. Non. À l'époque, RMC avait c'était une ancienne un fonctionnement totalement différent. RMC était effectivement basé à Monaco et avait des bureaux dans une vingtaine de villes françaises. Et dans chaque bureau, il y avait un journaliste, un technicien, enfin bon, une petite équipe, quoi, à chaque fois. Et quand le journaliste partait en vacances, s'il y avait un truc d'actu ou quoi, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un, quoi. Donc voilà. Et donc effectivement, quand je suis parti en Australie, moi je suis allé les voir, je leur ai dit voilà, et ils font partie des gens qui m'ont dit nous ouais, pas de problème, on va te solliciter, propose-nous des trucs, voilà. Alors je coupe, juste pour que moi je comprenne. Le choix de Sydney, c'est parce qu'il y a le pote qui est en stage là-bas? Non, c'est parce qu'il y a les Jeux Olympiques là-bas. Ah, vous saviez que c'était... Eh oui. En fait, moi je pars là-bas en 99. Donc l'école de commerce, elle sert. Parce que là, il y a le... Oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que l'école de commerce, en fait, fondamentalement, c'est pas les cours ou les profs qui m'ont permis de devenir ce que je suis devenu, c'est plus, oui, le réseau, en fait, au sein de l'école, quoi, d'étudiants, de stages et tout ça. Voilà. Donc le point de départ, c'est les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc il y a les Jeux Olympiques qui sont en septembre de l'année 2000. Moi, je pars là-bas en 99. Donc plus d'1 an avant, et je suis resté encore après. Donc voilà. Et c'est pour d'où Sydney. Donc effectivement, il y avait ce pote de l'école là qui était sur place, donc c'était bien parce que moi je savais qu'en arrivant là-bas, j'allais le trouver. Et puis après, après très vite, on s'installe et puis c'est parti, quoi. Ok. Donc à un moment donné, vous rentrez. Je rentre. Et en fait, pourquoi on rentre? Je rentre parce qu'en fait, RMC, à ce moment-là, donc moi j'ai ma vie en Australie, je suis installé, je gagne bien ma vie en plus parce que je bossais beaucoup, j'avais beaucoup de médias qui me sollicitaient. Et RMC est racheté et reformaté avec beaucoup de sport. Et moi, il se trouve qu'en Australie, moi, attention, j'étais pas... j'étais pas... à l'époque, quand j'étais en Australie, j'ai fait plein de choses qui ne sont pas du sport. Je me suis retrouvé à être sur un coup d'état au Fidji, par exemple, des trucs un peu improbables. Mais bon, j'aime bien le sport, puis les Jeux Olympiques, voilà. Donc au fur et à mesure du temps, les rédactions m'identifiaient plus comme un profil sport. Et RMC est racheté par Alain Veil, qui veut en faire une radio avec beaucoup de sport. Et là, les gens d'RMC me disent tiens, qu'est-ce que tu fais là? Chez nous, il va se passer plein de trucs.
si jamais tu rentres en France, dis-le nous parce que il y aura des opportunités. Bon. Moi, j'étais donc depuis 2 ans quasiment en Australie. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais? Moi, j'avais pas vu, parce que bon, comme c'est loin, moi, j'ai pas vu mes parents pendant 2 ans. Bon, on est quand même, l'Australie, c'est magnifique, c'est le paradis sur Terre, mais c'est très loin. Et là, je me dis, bon, quand même, allez, je tente le coup. Donc, alors que c'était un basculement, parce que j'aurais pu rester là-bas. J'avais ma vie, je sais pas, j'avais une copine anglaise, avec qui j'étais installé, enfin, tout était, voilà, et donc, j'ai tout planté là, pour rentrer. L'anglaise avec. La pauvre anglaise avec. Bon, en plus, on s'entendait bien. Bref. Et je rentre, donc, et je suis embauché à RMC. Voilà. À Monaco. À Monaco. Je démarre mon contrat à Monaco en 2001, début 2001. Voilà. Effectivement, voilà, Monaco. Et donc, effectivement, je me dis, bon, passer de Sydney à la Côte d'Azur, c'est quand même un environnement sympa. Voilà. Et quelques mois plus tard, RMC déménage à Paris. Et là, ben voilà, c'est le drame. Ouais. Du coup, vous êtes arrivé à Paris à quel moment? À la fin de l'année 2001. Ouais, à la fin de l'année 2001. Donc RMC a quitté, enfin la rédaction principale d'RMC a quitté Monaco pour venir à Paris. Et puis voilà, depuis lors. Et quand vous arrivez à RMC à Monaco, vous êtes sport ou pas sport? Alors non, je ne suis pas sport du tout. Parce qu'au départ, je fais les journaux. Donc les journaux, notamment de la matinale. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je me lève à 2h du matin. Je vais dans les studios, pam, on prépare les journaux. Je faisais le journal de 6h, 7h, 8h, 9h. Et donc, 9h10, j'avais fini ma journée en fait. Bon, sauf que quand on fait une matinale, on est éclaté, donc on rentre chez soi, on dort. Enfin bon, c'est une vie pas très facile. Mais moi, c'est ce qu'ils me proposaient, donc moi, je prends quoi. Et là, en vous fait, avez 25 ans à ce moment-là. Exactement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau chef des sports à RMC qui s'appelle François Pesanti. Et il se trouve que François me connaissait parce que je l'avais rencontré en Australie. Et lui, à l'époque, il bossait à RTL, il vient en Australie, je le rencontre. Et il me dit, oh, mais ce que tu fais, ouais. En gros, je pense qu'on avait pas mal de points communs. Et il se dit, oh, ce gars-là, il est parti en Australie, seul, il fait son truc, c'est bien. Enfin, il m'identifie comme on va dire, un jeune reporter, pas mal, quoi, je pense. Et donc, il me voit là, il me dit, mais t'es pas en Australie et tout? Je dis, bah non, je suis rentré, puis maintenant, voilà. Et en l'espace de 3 jours, je suis passé de ma matinale au sport, avec lui. Voilà. Ça s'est fait comme merci ça. aujourd'hui. Ah bah oui, bien sûr, parce qu'il fait partie effectivement des gens qui ont été déterminants. Mais après, c'est toujours pareil, c'est la vie professionnelle, c'est une question de rencontre, des trucs au bon moment, d'opportunités, quoi, voilà. Bon. Et moi, je lui dis merci, mais je veux dire, il avait aussi besoin de gars comme moi, donc c'est une conjoncture d'intérêt, quoi. Voilà. Là, c'est quel... Là, on est en fin 2001. On est encore à Monaco? Non, et là, donc on déménage à Paris, et là, à partir du moment où je suis à Paris, je ne fais que du sport. Ok. Voilà. Donc là, moi, je resitue la grande histoire dans la petite. Donc le 11 septembre, vous en parlez en tant que journaliste. Le 11 septembre 2001, non, le 11 septembre 2001, je fais déjà du sport. Parce que je me souviens, je devais aller sur un événement sportif. Et là, j'ai RMC qui m'appelle en disant, bon, a priori, tu peux rentrer là, vu ce qui se passe. Voilà. Et on s'est tous mis à bosser là-dessus, sur le 11 septembre 2001. Okay. Ouais. Vous étiez presque sport ce jour-là, mais non. Oui, là, bon, enfin, quand on dit journaliste sportif, en fait, ça veut rien dire. On est journaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un journaliste qui est spécialisé dans la gymnastique, demain, si on le transpose sur le théâtre ou les faits divers, il aura les mêmes réflexes que sur la gymnastique. Donc, c'est un peu réducteur de dire journaliste sportif. Il y en a qui ne supportent pas d'ailleurs. Ah bon, après, c'est pas bien grave. Donc, on arrive à Paris. Donc, Paris, voilà. C'est la joie? Pas du tout. C'est l'enfer. C'est l'enfer du logement, l'enfer des déplacements. Mais bon, en même temps, c'est pour faire ce que j'aime.
Donc, Et là, c'est la première fois que vous travaillez à Paris. c'est la première fois que je passe plus de 48 heures à Paris. Ouais, dans ma vie. Ouais. On est plus de 20 ans plus tard, je m'y suis toujours pas fait. Hein. Donc, C'est toujours un enfer. ouais, c'est toujours un enfer. D'où l'amour de voyager, de partir ne Toujours serait-ce un 48 enfer. heures. Exactement. Non, non, moi je sais pas, j'ai du mal avec l'environnement ultra urbain d'ici, l'espèce de pression, de stress permanent. Et pourtant, j'ai un métier que j'aime et qui est justement l'anti-stress, parce que moi, je me sens, quand je suis même dans les locaux de ma boîte ou dans mon bureau, je me sens plutôt bien. Voilà. Bah, surtout que les locaux d'RMC sont du bon côté de Paris, où il y a de l'espace pour courir, où il y a... Ouais, Où c'est le côté un peu plus vert Où est-ce qu'il y a de que- l'espace pour courir ici? Nulle Ah part. non, mais on peut vite quitter Paris pour... Oui, non, mais j'exagère un petit peu parce qu'on peut toujours ça. Bon, voilà. Puis une nouvelle fois, moi, j'ai la chance de pouvoir partir. Donc, mais moi, c'est vrai que quand je discute avec des gens qui ont vécu toute leur vie ici, ils ne me comprennent pas et je les comprends pas. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est le parcours On de vie. cohabite. Voilà, on cohabite. Bah, je pense qu'on peut arriver doucement à l'after-foot. Ok. Alors comment ça commence? C'est quoi le point de départ de Bah, en cette, fait, le point de départ de cette histoire, c'est que donc RMC fait beaucoup de sport. Et là, on se retrouve à faire un temps de sport incroyable qui n'existait pas à l'époque, hein, puisque enfin, cela dit, on en faisait moins que ce qu'on fait maintenant. C'est-à-dire qu'il y avait du sport à partir de 18h sur l'antenne. Et puis quand il y avait des matchs le soir, on retransmettait les matchs. Et à la fin du match, tout s'arrêtait. Et là, il y avait la rediffusion de l'émission de Brigitte Lahaie, qui était programmée en début d'après-midi. Bon, ce qui n'est pas illogique, ça parlait de cul. Donc c'était reproduit le soir. Donc c'était arrangeant, ça coûtait pas cher du coup. Hein, parce que, voilà. Mais pour nous qui parlions de sport et traitions cette matière-là, c'était hyper frustrant. Parce que après un match de foot, il se passe plein de choses. Et puis moi, je savais que en Espagne, en Italie, dans plein de pays méditerranéens, il y avait cette culture de l'après-match, de l'émission d'après-match. Jusqu'à très tard. Les Espagnols, ils font des émissions parfois jusqu'à 3h du matin quand il y a un grand match. Et donc je lui dis quand même, c'est dommage. Bon. Et donc je vais voir à l'époque François Pesanti, je lui dis, c'est quand même con, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait faire un truc et tout. Ouais, laisse tomber, ça va coûter cher. On a un enjeu d'audience assez limité le soir, parce que à la radio, 70% de l'audience se fait le matin, c'est l'inverse de la télé. Donc non. Bon, ok, donc je me fais bâcher. Je retourne défendre mon truc plusieurs fois. auprès de lui? Auprès de lui, il est quand même à l'écoute et tout. Il dit, bon, ok, on va faire un essai. Donc on identifie un match, qui était un match de Lyon en 2006, et on dit, tiens, on va faire un soir pour voir. Et on crée un petit concept en mode, on va faire une tribune pour les supporters. C'est-à-dire les Lyonnais là, qui ont suivi le match, c'était un match de Ligue des Champions, le standard est ouvert, appelez-nous, on discute du match. Lyon contre qui? C'était Lyon contre Milan. Et on se retrouve, on a de la chance, quelque part, avec tous les ingrédients du match qui crée des polémiques. Histoire d'arbitrage, Lyon qui mène, qui est quasi qualifié jusqu'au temps additionnel, et puis là, en l'espace de 3 minutes, ils prennent 2 buts, donc ils sont éliminés. Enfin bon, voilà, la déception, les supporters en colère, machin. Et le standard explose. Théâtre. Et donc, ça cartonne. Et moi, je suis content. Je dis, oh, super. Donc, le lendemain, je retourne voir François. Je dis, t'as vu? Ouais. On continue. Et donc, là, on a commencé à installer l'émission qui s'appelait pas encore l'Afterfoot, les soirs de match. Et pour la première contre Milan, il fallait du monde avec moi. Donc, moi, je savais, j'avais déjà identifié des personnalités qui, selon moi, seraient parfaites pour cet exercice-là, qui sont encore dans l'équipe aujourd'hui. Daniel Riolo par exemple, Florent Gautreau étaient là pour la première. Parce que moi, c'était mes potes, je les connaissais, j'ai dit, viens, on va le faire, et puis on voit ce que ça donne. Donc ça marche, on l'installe les soirs de match. Arrive la Coupe du Monde 2006, avec l'équipe de France qui va jusqu'en finale. Donc du coup, forcément, là, il y a un engouement et tout, et nous, on fait nos émissions. Moi, j'étais en Allemagne, il y avait la Coupe du Monde là-bas, je faisais des émissions depuis ma chambre d'hôtel. Bref, c'était un peu folklore, mais enfin, ça fonctionne. Et de fil en aiguille, l'émission s'installe dans le paysage, devient ensuite quotidienne. Je crois que c'était en 2009 peut-être, 3 ans plus tard. Et puis voilà, c'était parti quoi. À quel moment elle s'appelle l'Afterfoot? Alors,
très vite, mais c'est assez drôle parce qu'au début, on ne trouvait pas de nom. On se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas évident de trouver un nom d'émission comme ça, au débeauté, là. Et un jour, on croise donc le patron d'RMC à la veille. Moi, je suis avec lui dans l'ascenseur, on est plusieurs. Et là, il nous dit, alors, vous en êtes où, là? Vous avez trouvé un nom? Et là, on dit, ah non, on n'arrive pas, on sait pas. Et puis, la porte de l'ascenseur s'ouvre. Et puis là, il nous dit, bah, vous avez qu'à appeler ça l'afterfoot. Ah ouais. Et hop, il s'est barré, lui, la porte de l'ascenseur s'est refermée, et nous, on s'est retrouvés là comme des cons. Et c'est là qu'on s'est dit, quand même, il y a des patrons, des fois, et ils ne sont pas patrons pour rien, quoi. Donc bon, et c'est devenu l'afterfoot. Voilà, comme ça. Je ne sais pas si lui, il a eu l'idée comme ça d'un coup, et puis ça lui est sorti de la tête aussi vite que c'est rentré, mais donc c'est resté. Voilà. Et l'aventure, à quel âge? Et aujourd'hui, ça fait 17 ans. Et de cette idée de départ, on est devenu, c'est modestement ma fierté, on est devenu la première radio de France le soir et le premier podcast de France avec l'After. Premier, parfois deuxième, parce que maintenant il y a un baromètre médiamétrie, donc on se tire la bourre avec les grosses têtes, l'émission d'RTL. Voilà. Ça va, c'est pas un concurrent non plus. Oui, c'est pas un... Alors en plus, nous, le foot, bon, on va dire qu'on est quand même écouté par 95% d'hommes, donc c'est comme si on se coupait déjà de la moitié de la population. Donc on a d'autant plus de mérite, je trouve. Oui, je sais pas, oui. Mais parce que par exemple les podcasts sont beaucoup plus écoutés par les femmes que par les hommes. Bon, bah nous, on est un podcast de mecs, voilà, et de foot. Bon. Et d'émissions radio, l'afterfoot, c'est aussi décliné en plusieurs... Oui, alors en fait, on a l'afterfoot, c'est devenu une marque en vérité. Donc, l'émission de radio, les podcasts, les réseaux sociaux, parce qu'on a, nous, comme on est une émission très interactive, moi j'ai voulu très vite intégrer les réseaux sociaux, donc on l'a fait avec Facebook, on l'a fait avec Twitter. Bon, on a beaucoup plus de mal avec Instagram parce que, bon, par définition, l'image à la radio, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, donc on développe tout ça. Et effectivement, on a créé une sorte de suite logique à tout ça, qui est une revue, ce qu'on appelle un MOOC. Donc, un MOOC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la contraction de magazine et book. Donc, c'est les MOOC, ce qu'on trouve maintenant dans les maisons de la presse, un peu partout. MOOC de cuisine, MOOC politique, MOOC de BD. Il n'y avait pas de MOOC de foot. Et donc, on a été sollicité par une société qui s'appelle Télé Paris pour faire ça avec eux. On l'a fait avec eux, on l'a créé avec eux. Aujourd'hui, ils sont toujours avec nous, mais c'est Daniel Riolo et moi qui sommes on va dire les parrains. Oui, et puis les dirigeants du truc, quoi. Et donc, on a créé ça, qui est un trimestriel qui marche bien dans un contexte de la presse écrite qui est un peu compliqué. Donc voilà, c'est le MOOC de foot avec notre marque à nous. Donc effectivement, la marque Afterfoot se développe. Voilà. Vous vendez des mugs aussi Non, j'avoue qu'on n'est pas encore dans ce délire-là. Mais non, mais je pense pas. Enfin, l'idée, c'est de rester, en tous les cas pour l'instant, dans des trucs un peu médias. Voilà, on va pas créer les stages de foot Afterfoot, par exemple. C'est pas nous. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être d'un sujet qui fâche ou pas forcément, mais en tout cas, moi de loin, j'ai cru comprendre qu'il y avait une espèce de tentative de putsch à un moment donné dans l'afterfoot. C'est comme ça que moi je l'appelle, pour le côté un peu dramatique. Mais il n'y a pas un moment où vous n'étiez plus... Ah oui, non mais ça c'est vieux. C'était au début. Ah bah oui, mais l'histoire de l'afterfoot est... Oui. Non, c'est pas tellement un putsch, parce qu'en fait, entre 2006 et 2008... Moi, j'avais un peu le cul entre deux chaises, pour tout dire, parce que je voulais quand même, parce que nous, dans l'évolution de notre métier, bon, en gros, dans le journalisme, plus on vieillit, souvent, et plus on est sédentaire. Et bon, moi, j'avais quand même ce goût du déplacement, du reportage, et je voulais pas non plus complètement arrêter ça. Donc il y avait l'émission, mais l'émission, ça m'arrangeait bien, elle était que les soirs de match. Donc je pouvais, par exemple, le mardi faire l'émission, le mercredi partir je sais pas où, rentrer le samedi faire l'émission, ça me convenait très bien. Mais quand l'émission est devenue quotidienne, là, forcément, il fallait faire un choix. Et moi, j'étais pas mûr, en fait, pour arrêter complètement mon nomadisme partiel, on va dire. Donc, à ce moment-là, il y avait deux présentateurs, moi et un autre, qui s'appelait Alexandre Delperrier. Mais moi, j'ai pas du tout vécu ça comme un putsch, en fait, parce que moi, ça me convenait. Ça me convenait. Et puis après, il y a eu un épisode aussi en 2008, c'est que Europe 1, qui voulait faire beaucoup de sport,
et donc concurrencer RMC, m'a contacté pour venir chez eux. Avec bon, une offre salariale intéressante, et puis on va dire une surface, une gestion, enfin une surface de jeu, on va dire, plus importante. Et donc, j'y suis allé. Il se trouve qu'entre le moment où j'ai signé... Donc en fait, moi, j'ai été embauché par El Kabash, qui était le patron d'Europe 1. Mais entre le moment où El Kabash m'embauche et le moment où j'arrive, le pauvre El Kabash est viré. Et donc, il y a un nouveau patron. Bon, qui lui me voit arriver là, forcément, bon, je pense qu'il a dû se dire que je me retrouve avec la patate chaude en quelque sorte. Bon, je vois vite que les choses n'ont pas tourné vraiment comme c'était prévu. Et donc, hop, comme je suis reparti en bon terme avec RMC, je retourne à RMC. Et là, je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais pendant 1 an, je continue à faire l'after-foot 3 jours par semaine. Et après, bah, je le fais tout le temps. Donc ça doit faire 2009 en gros. Ouais. Rentrée 2009, je pense. Et cette petite séparation, elle a duré combien de temps? La tentative 2 mois. 2 mois. Le prêt. 2 mois d'infidélité. Voilà, exactement. Et je suis revenu. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Enfin, une nouvelle fois, c'est les aléas de la vie professionnelle, quoi. Bon, personne ne nous a tenu rigueur de l'infidélité. Non, bah surtout, faut jamais partir fâché avec son employeur, quoi, parce que sinon, j'aurais pas pu revenir, ça c'est sûr. Ouais. Et l'after-foot, c'est quoi les aventures à venir? Bah, déjà, à l'époque, on faisait 1 heure d'antenne les soirs de match. Maintenant, on est tous les soirs et on fait 4 heures, parfois 5 heures. Donc, on a les aventures. Déjà, il y a de plus en plus d'heures d'antenne à faire, à gérer, à créer. Et c'est déjà beaucoup. Donc, déjà, il faut gérer le quotidien. Hein. Et puis, bon, on a toujours plus ou moins effectivement des projets. Mais non, bah, nous, on est toujours en recherche de nouveautés, de nouvelles chroniques, de nouvelles personnalités, de changements éventuels. Mais bon, là, l'émission est très installée. Je veux dire, les ingrédients sont là, le public est là. Donc, dans l'absolu, là, à court, moyen terme, on n'a aucune raison de changer quoi que ce soit. La recette est bonne. Exactement. Ok, pour l'after-foot, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Est-ce qu'on peut parler du voyage en Roumanie? J'aimerais bien qu'on parle de ça. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Je sais pas. Que les gens vous connaissent un peu plus, un peu mieux. Il faut que je raconte toute ma vie. Hein. Bah ouais. Le voyage en Roumanie, bah, j'ai fait plusieurs voyages en Roumanie déjà. On va parler du premier. Alors le premier, c'est vrai que c'était un sacré voyage parce que mon grand-père maternel est né en Roumanie. Et donc il a quitté la Roumanie quand il était jeune adulte et pour s'installer à Strasbourg. Et quand moi j'ai grandi, moi j'ai passé beaucoup de temps avec ce grand-père. Parce que quand j'étais tout petit, mes parents travaillaient, donc j'habitais en partie chez mes grands-parents, voire même sur une année ou deux quasi en permanence. Et donc mon grand-père avait beaucoup d'importance dans ma vie, quoi. Et puis donc c'était quelqu'un de très érudit, qui avait été chez les jésuites, avec très voilà. Ça, par contre, je me souviens des devoirs avec mon grand-père. Parce que si tu lisais une page, il fallait lire une page à voix haute, et si tu accrochais sur le dernier mot de la page, tu recommençais la page de la première lettre du premier mot tout en haut, par exemple. Bon. Et donc, effectivement, donc, lui, il avait ce lien avec la Roumanie, et donc en 99, donc après sa vie professionnelle s'est fait aussi en lien avec la Roumanie, puisque il bossait pour une boîte qui importait notamment de la charcuterie, des choses comme ça, ou des escargots de Roumanie, notamment. Bref. Et en fait, moi, en 99, je lui ai dit, écoute, on va aller en Roumanie. On va retourner dans ton bled, voilà, là-bas. Au début, il n'était pas très chaud. Et puis au final, j'y étais avec lui. Et c'était génial, parce que c'était le retour pour lui. Et donc là, on arrive dans un village roumain qui s'appelle Jirmata. Donc on est à l'ouest de la Roumanie. Et il rentre dans le village, donc il reconnaît tout évidemment, alors qu'il était parti 60 ans avant. Et il va frapper à la porte de la maison où ils habitaient. C'était une grande ferme avec une cour fermée comme ça.
Et là, il y a un papy qui ouvre la porte. Mais j'ai pas d'âge, quoi. J'ai l'impression qu'il avait 120 ans. Et le papy reste comme ça devant mon grand-père, interdit. Et il lui dit: Oh, Mathias. Voilà. Il reconnaît le gars. Incroyable. Et les deux se reconnaissent. Et donc, c'était le gars qui avait repris la ferme en question quand ils étaient partis, 60 ans. Bon, évidemment, ils vivaient dans une misère absolue. Ils nous font visiter, il n'y avait pas de meubles. Enfin, bon, moi, c'était à la fois gênant et fascinant et incroyable, quoi. Bon, voilà, c'était l'histoire de la Roumanie avec mon grand-père pour ce voyage. Il parlait de la Roumanie quand vous étiez petit? Oui et non. Il parlait de la Roumanie, mais il parlait beaucoup de sa famille, oui, enfin, il parlait de sa vie, quoi. Il parlait de sa vie, mais il parlait pas spécifiquement de la Roumanie, mais enfin, oui, ça faisait partie de l'histoire, quoi. Voilà. Et puis, bon, bah, il avait ses sœurs qui étaient là, donc les cousins, cousines. Voilà, et c'est quelque chose qui était dans l'histoire familiale compté. Voilà. Oui, la Roumanie, enfin la vie qu'il avait jusqu'à jeune adulte, c'était pas un secret. Il en parlait. Il y avait quelques secrets. Il y avait quelques secrets parce que son propre père, c'est toujours aujourd'hui un mystère. Parce que la période de la guerre, lui, il est arrivé en Alsace juste avant la guerre. La Deuxième Guerre mondiale, c'est une période où les Alsaciens ont été déchirés entre les malgré nous enrôlés de force dans l'armée allemande, ceux qui, par opportunité professionnelle, ont utilisé la guerre pour éventuellement s'enrichir, travailler ou faire manger leur famille. Enfin voilà, il y a eu des moments un peu flous où parfois l'histoire a été réécrite. Enfin, donc c'était dans toutes les familles alsaciennes, il y a ces histoires-là. Voilà. Comme on dit, il y avait les malgré nous et puis il y avait aussi les pourquoi pas. Et que ce soit chez les hommes, les femmes. Oui, mais ça, c'est des histoires, c'est une histoire familiale, quoi. Et pourquoi il quitte la Roumanie, lui? A priori, à la fois pour des raisons économiques et parce que sa propre mère voulait fuir. Sans doute le père. Mais ça, c'est les non-dits familiaux. Voilà. Et en fait, elle avait déjà de la famille en Alsace, donc c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là. C'est une partie de la Roumanie où il y a beaucoup de germanophones. C'est l'héritage de l'Empire d'Autriche-Hongrie à l'époque. Donc ils étaient en Roumanie, mais ils parlaient allemand à la maison, par exemple. Donc c'était pour eux facile de venir en Alsace, où il y a l'Alsacien, l'Allemagne à côté. Voilà, ça collait, quoi. C'était quoi son nom de famille? Il avait un nom roumain comme on connaît aujourd'hui? Il s'appelait Tomanski. Pas très roumain, ça. Pas très, non, c'est plutôt polonais ou russe comme nom de famille. Et quand il est arrivé en Alsace, ils ont enlevé le qui pour que ça devienne Tomans, pour franciser l'affaire. Et comme ça, on est tranquille. Voilà. Il avait un accent? Non, il n'avait pas d'accent. Il parlait un allemand parfait, alsacien. Ouais, il fallait parler plusieurs langues. Et non, mais là, on va dire une intégration totalement réussie, on va dire. Et du coup, c'était quoi pour vous la Roumanie quand vous étiez petit? J'en entendais parler, quoi. Donc on disait toujours, ouais, voilà, nous, la famille, on vient de Roumanie. Ah bon, ah ouais, c'est où? C'est là, ouais, d'accord. Puis c'était un peu flou, quoi. C'était pas. Et puis en même temps, j'avais l'autre partie de ma famille qui, elle, était de là. Enfin, il n'y avait pas de mystère. Bon. Et puis donc, effectivement, moi, vu tout ce que je racontais avant, là, mais mon goût pour la découverte, les voyages, fallait bien qu'un jour, je vois ça, quoi. Voilà, d'autant que j'avais un de mes oncles aussi, frère de ma mère, qui allait régulièrement en Roumanie de par son travail, parce qu'il avait repris une partie de l'activité de son père. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Voilà. Votre grand-père, il est retourné en Roumanie entre le moment où il est venu et... Alors, vraisemblablement, il est allé dans des déplacements professionnels, mais moi, il ne me l'avait jamais raconté. Et il n'est pas retourné dans son village. Il est retourné en Roumanie, dans d'autres endroits. Et là, on retournait vraiment dans le village originel, quoi. Donc c'était ça le truc. Donc
Voilà, pour l'anecdote, on est même allé on va dans le cimetière du village et il se souvenait encore de où étaient placées les tombes des gens de la famille, qu'il a retrouvées. Voilà. Et donc c'est drôle. Et en Roumanie, sur pas mal de tombes, il y a les photos des gens. Bon, nous, en France, on fait pas ça, mais vous avez la photo de la personne, souvent apprêtée, en costume et tout. Et donc, en fait, il se trouve que mon oncle était aussi en déplacement au même moment professionnel là-bas, donc il nous a rejoints. Et on se retrouve dans ce cimetière-là. Et donc, mon grand-père dit, bah voilà la tombe de mon oncle. Et là, la photo sur la tombe, la gueule, la tête de son fils qui était là. Et donc mon grand-père qui lui dit, tu vois, ça fait des années que je te dis que celui-là il te ressemble à... Et donc mon oncle, déni total, qui dit, mais c'est faux, puis qui se barre en niant absolument le truc, qui était évident. Bon, enfin voilà, c'est le genre d'histoire drôle qu'on a vécu là-bas. Qu'est-ce qu'il fait qu'il dit non au début puis qu'il accepte? Ah bah sans doute la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il se dit, bon bah c'est peut-être la dernière fois que j'ai l'opportunité d'y aller. Voilà. Et puis je pense qu'il y aller avec moi, moi j'étais son premier petit-fils, donc on avait une relation un peu particulière, donc je pense que ça lui plaisait. Et puis il savait que moi j'aimais l'histoire, que j'aimais ça, et puis moi je lui avais dit, bon, bah, ce sera l'occasion pour retracer un peu l'histoire familiale, quoi. Voilà. Et le globe terrestre du début, c'est pas lui qui vous l'aurait offert par hasard? Ah, c'est possible, ouais. C'est tout à fait possible. En vous demandant d'apprendre et les pays et les capitales. Et les départements. Qu'est-ce qu'on a appris les départements? Moi, je connais tous les départements par cœur avec les préfectures et tout, hein, attention. Hein. Donc, on rigole pas. Donc, non, mais je pense qu'effectivement, il y a des chances que ce soit lui, ouais. Et aujourd'hui, vous avez un lien avec la Roumanie ou pas? Non, pas spécialement, mais... Bon, bah, déjà, c'est un pays qui est super, aujourd'hui. C'est un pays qui se développe, c'est un pays où il faut aller. Et oui, moi, oui, j'ai un lien affectif, quoi, voilà. Mais bon, on a sans doute encore de la famille là-bas, mais il n'y a plus de lien. Et puis voilà, quoi, voilà, demain, s'il y a un match Roumanie-États-Unis de foot, je vais être pour les Roumains, quoi, voilà. C'est le cœur qui parle. Voilà. Bah, merci beaucoup. Mais de rien. Je suis très heureuse de vous avoir reçu aujourd'hui. Attention, c'est désarçonnant parce que je déteste parler de moi. Donc j'ai réussi à le faire pendant longtemps quand même, là. Bah, je vous remercie en tout cas, infiniment. Mais de rien. Et je suis persuadée que tous les fans de l'after-foot seront très heureux de découvrir la vie, le parcours en tout cas. Bah, j'espère qu'ils ont pas coupé en cours de route, ce sera bon signe. Je vous le dirai. Ça marche. Bah, merci beaucoup. Bah, merci. Komm, erzähl es auf Keras Podcast. Pode dizer lá na rádio da Kera. Adore Radio Kera bu di sa. Ritseldatım Kera. Keira'nın radyosunda söyle. Demal wahko ci radiowu Keira. Radio Keira da Kasejbke. Opowiedz to w Radio Keira.